Merci. Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et puis pour l'initiative de créer une association sur ce sujet-là. C'est absolument essentiel et central et j'y reviendrai en conclusion. Alors en plus, ça tombe assez bien parce que je fais un peu de teasing et d'autopromotion, mais je suis en train de finir les relectures d'un livre qui sortira en février et dont le titre est Science en résistance et pour une recherche libre et émancipatrice. Donc vous voyez, on est en plein dans le sujet et donc je suis vraiment ravi de parler de tout ça aujourd'hui. Alors, d'abord, je vais faire deux parties pris. Le premier, c'est que je vais vous parler que de l'enseignement supérieur et de la recherche, pas du secondaire. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait une discussion sur les différences qu'il y a entre le supérieur et le secondaire sur ces sujets-là. Et deuxième partie pris, je vais essayer d'avoir un parti pris d'un grand angle. Je vais vous parler, je vais aller du Moyen-Âge jusqu'à Vidal. Pourquoi? Parce que je pense que l'histoire est importante. Alors, je vais vous parler de trois choses, et ça sera un peu en trois parties. La première partie, c'est d'abord d'essayer de faire la généalogie de la liberté académique. Parce qu'on bénéficie de cette liberté académique quand on est chercheur, mais on ne sait pas toujours d'où elle procède et d'où elle vient historiquement. La deuxième chose, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi elle est menacée aujourd'hui et les raisons profondes font qu'elle est menacée aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est comment elle est menacée. C'est-à-dire quels sont les dispositifs qui sont mis en œuvre, d'abord qui ont été mis en œuvre par le capitalisme et le néolibéralisme, et aujourd'hui par les mouvements néofascistes, et qui la menacent. Alors, pourquoi faire un peu d'histoire? On pourrait remonter à l'Antiquité grecque, à Socrate, Platon, les sophistes. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on pourrait rediscuter du platisme et de Trump et relire Platon et ses critiques des sophistes. Mais en réalité, moi, je vais commencer avec le Moyen-Âge. C'est une histoire que j'ai découverte en écrivant mon livre. En réalité, ce qui m'intéresse dans la genèse de la liberté académique, c'est de se dire comment il y a eu des institutions qui ont permis de protéger et de créer cette liberté académique. Et une des institutions, c'est l'université, et en fait, elle naît au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Alors pour ceux qui connaissent déjà cette histoire, ça va être peut-être un peu de la redite, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des écoles palatines qui ont été créées notamment par Charlemagne, mais pas que. On va en discuter sur le rôle de l'Église là-dedans. Et à un moment donné, ces écoles se sont coalisées et ont créé des premières universités. Et c'est les papes, en fait, qui ont validé la création des universités. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, c'est à ce moment-là que les universités vont commencer à se constituer en champs distincts, et notamment en corporation, parce que c'était le mode d'organisation au Moyen-Âge, et vont commencer à être une forme d'indépendance. Ça paraît très fou à ce moment de se dire indépendance alors qu'elles sont créées par le pape, mais parce que la création par le pape va les rendre indépendantes des pouvoirs économiques et politiques et religieux locaux. Et d'ailleurs, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est que c'est depuis cette époque-là que les forces de l'ordre n'ont pas le droit de rentrer dans les universités. Je vous raconte ça parce que c'est quand même depuis cette époque-là. Donc c'est au XIIIe siècle qu'elles vont être créées. Et donc petit à petit, en fait, on va avoir la naissance du discours critique, même si c'était dans le cadre évidemment religieux, évidemment il y avait l'Église dans tout ça, mais on va avoir un certain nombre de prémices de ce que va être la liberté académique future. Et petit à petit, en fait, on va avoir un affranchissement, et ça c'est une longue conquête que les scientifiques ont réussi à gagner vis-à-vis du pouvoir religieux. La dernière conquête, c'est celle du pouvoir religieux. Et cet affranchissement, vous en connaissez quelques grandes pages célèbres, que ce soit Tycho Brahe, que ce soit Galilée. Il y en a une aussi célèbre avec Darwin. Il y a eu des débats à partir de la publication de l'origine des espèces et surtout de la filiation de l'homme, et des débats passionnés avec l'Église. Et finalement, ça va aboutir en même temps finalement que le processus révolutionnaire, parce que les deux sont liés. C'est pour ça que la liberté académique et la démocratie ont des choses sont liées, sont liées consubstantiellement. C'est que finalement, l'aboutissement de tout ça, c'est la création de l'université moderne, qui est définie d'abord un peu par Humboldt, William von Humboldt, et en gros qui consacre la liberté académique et la liberté pédagogique comme modèle des universités modernes. Alors, ça veut dire quoi, la liberté académique? C'est de dire que les chercheurs sont les mieux placés pour décider de leur programme de recherche et de savoir comment travailler dans leur programme de recherche. Et les enseignants sont les mieux placés pour savoir comment transmettre cette connaissance. C'est les deux choses qui sont fondamentales. Les deux sont liés d'ailleurs dans la réflexion de Humboldt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un bon enseignant si on n'est pas lié à la recherche, et c'est de là que naît ce modèle de l'enseignant-chercheur, du savoir qui n'est plus un savoir figé, mais un savoir qui se construit, et c'est dans ce savoir qui se construit qu'on le transmet aussi. Alors, ce qui est intéressant, quand on fait un peu d'histoire sur ces questions-là, c'est que du coup, tout ça en France va se traduire par la loi sonnante et trébuchante, et c'est les lois fortes, après 69, qui vont le traduire dans la loi. Bon.
Et qu'est-ce qu'il y a dans la loi Faure de 69? Alors, pour beaucoup, c'était un recul après 68, mais c'était aussi une avancée quand on regarde les choses avec un peu de perspective historique. Les universités, ça c'est ce qu'écrit la loi Faure, les universités déterminent leur activité d'enseignement, leur programme de recherche, leur méthode pédagogique et les procédés de contrôle et de vérification des connaissances. C'est inscrit dans la loi Faure. Deuxième passage de la loi Faure, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance, d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche. Ça n'a pas été, c'est pareil, c'est comme la sécurité sociale. C'est issu d'un combat quasi millénaire. C'est la résultante d'un combat, d'un champ de bataille quasi millénaire. Hein. Et ils l'ont cédé d'ailleurs en 69, après 68. Bon, ils l'ont inscrit dans la loi après 68, donc après la plus grande mobilisation étudiante et des travailleurs dans ce pays. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ça a permis une production qui est spécifique, d'un champ spécifique, qui est le champ scientifique. Moi, je reste bourdieusien là-dessus, et tout ce qu'il explique sur la spécificité du champ scientifique, qui a trois propriétés. Il y en a plein d'autres, mais trois propriétés qui vont être mises en danger par la suite et que je rappelle là. La première propriété, c'est que ce qui règle le rapport entre les scientifiques, c'est un discours critique, dialogique, hein, qui prend ses racines effectivement dans le débat qu'on avait dans l'université médiévale. Donc la question de la raison et du débat dialogique est importante. Deuxième caractéristique, c'est qu'à la fin, c'est les faits qui tranchent. Et ça, j'y reviendrai par la suite. Troisième caractéristique, c'est un champ fermé, relativement fermé. D'ailleurs, on peut avoir débat sur est-ce qu'il ne faudra pas qu'il soit plus ouvert ou pas, mais néanmoins, c'est un champ fermé et qui consacre la liberté académique, c'est que c'est les chercheurs qui décident de leur programme de recherche. Alors, est-ce que le fait que la science soit attaquée soit un enjeu de bataille, c'est nouveau? Ben non, déjà, je vous l'ai dit, c'était un nouveau conquête vis-à-vis de l'Église, c'est pas nouveau. Mais en réalité, la science a été au cœur de l'accumulation capitalistique. Et donc, la science a toujours été un enjeu fondamental dans l'accumulation du capital, pour au moins deux raisons. La première, c'est que la science permet de produire des innovations. Ces innovations permettent d'accumuler des marchandises, et c'est la base, revenons sur Marx, la base de la production de plus-value et donc du profit. Donc sans innovation et sans développement scientifique, mais c'est une palissade d'aujourd'hui, vous voyez, vous avez des iPhones, etc., il n'y a pas de capitalisme moderne possible. Donc c'est quelque chose de central pour le capitalisme, la science. Hein. Souvent on l'oublie. On est un maillon central de l'accumulation capitalistique. La deuxième raison, c'est que le capitalisme conduit à l'impérialisme, vous le savez toutes et tous, et que la guerre est un moment important dans ce contexte-là. Et la science a toujours été un élément central depuis Léonard de Vinci à aujourd'hui dans la production d'armes, etc. Le moment évidemment important, on a tous et toutes en tête, c'est Hiroshima et Nagasaki et la création de la bombe A d'abord et la bombe H. Mais on le voit aujourd'hui avec les armes israéliennes qui sont utilisées pour le génocide. Voilà. Donc, pour ces deux raisons, la science a toujours été un champ de bataille. Mais néanmoins, jusque dans les années, on va dire 50, 60, il y avait les États impérialistes avaient trouvé un moyen d'utiliser la science et sa puissance de production de faits scientifiques et d'innovation sans attaquer frontalement la liberté académique. Donc il se passe quelque chose quand même dans la dernière période. Alors, pourquoi ils ont voulu recontrôler la science? Je vais revenir sur deux, trois choses que vous avez dit et qui est tout à fait juste. D'abord, c'est fondamental dans la compétition interimpérialiste. Ils ont besoin de contrôler la science parce qu'ils ont besoin d'être les premiers, c'est réaffirmé dans tous les documents de l'Union européenne. L'idée, c'est de faire l'Europe la puissance impérialiste qui permet, elle n'existe pas impérialiste, hein, mais la puissance qui permet de concurrencer la Chine et les États-Unis. Donc il y a un caractère de compétition et de compétition pour la production des savoirs. Et c'est pour ça qu'on a la logique d'excellence, le classement de Shanghai, etc. Donc il y a besoin de reprendre contrôle pour être les premiers dans cette compétition internationale. Deuxième objectif, c'est d'assujettir encore un peu plus fort, en fait, la science aux objectifs du capitalisme. Et ça, c'est très clair aussi. L'idée, c'est qu'on produise de la science qui est utile au profit. Je fais rapide, vous le voyez, c'est dans tous les rapports aussi, des universités de bassin qui permettent de répondre aux besoins d'innovation des entreprises du coin, etc. Troisième raison fondamentale, c'est le fait que la science a un rôle performateur. Et Marcus Foucault, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra avoir le débat, ont très bien montré comment la science, et notamment la science médicale,
permettait finalement de légitimer les pouvoirs en place. Donc la science est un enjeu de bataille idéologique parce que c'est un enjeu de pouvoir. Et dernier élément, c'est que la science est devenue une empêcheuse de faire des profits en rond, tranquillement. Et ça commence avec le tabac. Je vous invite à lire le formidable livre de Naomi Oreskes sur les marchands de doute. Ça commence avec le tabac. Parce que les scientifiques ont montré que ça faisait des cancers, que c'est une petite catastrophe. Et alors l'industrie du tabac dit c'est pas possible. Et ça se poursuit aujourd'hui avec le GIEC, mais ça se poursuit avec les pesticides aujourd'hui et la loi du plomb. Enfin, les scientifiques font chier parce qu'ils montrent quand même que le capitalisme induit en fait quelque chose de très nocif pour l'environnement et pour la santé de toutes et tous. Donc il y a une nécessité de reprendre le contrôle. Donc comment ils reprennent le contrôle? La première façon, ça a été le contournement. Et c'est ce qu'explique très bien Naomi Oreskes dans Les Marchands de doute. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette période-là, ils ne vont pas frontalement s'attaquer en fait à la science. Ils vont favoriser des sciences un peu alternatives et surtout dans les médias, des débats entre, on a eu ça avec Allègre à un moment donné, entre des gens qui étaient vraiment compétents, des climatologues, et des gens qui ne le sont pas, mais qui sont poussés par l'agenda médiatique, par Total, par... voilà. Bon. Alors sur le tabac, ça a été inventé pour le tabac, ça a été poursuivi pour les plus acides, ça a été poursuivi aussi sur le changement climatique. Mais plus récemment, finalement, ils ont repris en main la science et tous les services publics, par ailleurs, par l'application du New Public Management. Et c'est de ça dont maintenant je vais parler un tout petit peu plus longuement, parce que c'est une reprise en main des libertés académiques qui est très insidieuse. Très insidieuse. Pourquoi? Parce que c'est pas frontal. C'est pas frontal. Mais en réalité, ça détruit complètement notre capacité et notre autonomie. Alors, c'est quoi le principe? C'est d'avoir une précarité généralisée des financements et des personnels. C'est la première règle. Et donc, une précarité des financements et des personnels, ça rend impossible de se projeter dans demain et après-demain pour décider de son propre programme de recherche. On est assujetti à des appels à projets, à des logiques, voilà, en gros, de communauté, qui fait qu'on ne peut plus faire les recherches qu'on souhaite. C'est la première raison. Et l'emblème de tout ça, c'est l'Agence nationale de la recherche. C'est pour ça qu'il faut sa suppression. Voilà. Je l'ai expliqué à la présidente il y a 3 jours. Et c'est central. Deuxième élément, évidemment, c'est l'évaluation de tout ça. Deuxième élément, c'est l'évaluation de tout ça avec une évaluation quantitative où on a transformé les chercheurs en de véritables prolétaires de la publication. En fait, on est là pour produire de la publication, qui rentrent dans des indicateurs et qui sont évalués en tant que tels. Et les institutions qui produisent beaucoup sont conservées et celles qui sont détruites. Et ça donne un PDG du CNRS qui n'a rien compris à Darwin, mais qui le réutilise abondamment. Donc, ça, c'est la conclusion sur... Enfin, c'est l'évaluation. C'est pour ça qu'il faut supprimer le HCERS. Alors, bon courage pour l'expliquer à mes collègues députés. Hein. Je veux dire, vous savez que j'ai réussi à obtenir qu'il était supprimé. Il est toujours supprimé aujourd'hui. Ça va repasser en CMP bientôt. Mais bon courage pour leur expliquer ça parce qu'ils n'ont pas forcément compris le rôle performateur et le rôle clé qu'a le HCERS dans le dispositif. Pas de bol, j'ai auditionné sa présidente avant-hier. C'est la première fois qu'on a une présidente du HERS qui n'est pas con. C'est dommage, elle n'arrive pas au bon moment. Elle est très... Mais bon, moi, je lutte contre les institutions, pas contre les gens. Troisième élément de ce modèle, c'est le modèle de publication et de brevetabilisation. Et en gros, on a une dynamique de marchandisation des savoirs. Bon. Et évidemment, là aussi, qui est frontalement contre la liberté académique. Parce que quand vous ne pouvez plus finalement accéder aux publications parce qu'elles sont trop chères, quand vous ne pouvez plus finalement accéder au vivant, parce que le vivant est lui-même breveté, on pourrait discuter de la brevetabilité du vivant, réellement, en fait, c'est dramatique. Donc, pour conclure, deux choses. D'abord, ces dynamiques sont insidieuses, mais ces dernières années, on en a vu quelques beaux exemples. Sur la liberté académique, je ne reviens pas dessus, mais moi, je prends dans mon livre l'exemple de Vidal et d'Attal, tu en as déjà parlé, mais Attal qui se pointe à Sciences Po alors qu'il n'a pas le droit de le faire, c'est du délire. Donc, au début, c'était insidieux, on a tout ce truc insidieux, et on est dans ce moment où on passe de l'insidieux du néolibéralisme qui a ruiné finalement les fondements même de la liberté académique, au frontal du néofascisme ou du néo-totalitarisme qui arrive aujourd'hui. Et on est dans une nouvelle phase qui, à mon avis, il faut bien voir la rupture aussi. C'est-à-dire qu'il y a une continuité, mais une rupture. C'est-à-dire qu'avec Trump,
on a les alternative facts, on a le fait qu'on s'attaque à des communautés. Hein, il s'est attaqué aux climatologues, il s'est attaqué aux gens qui travaillent sur l'infectiologie, parce que c'est là où, en général, on a les populations les plus opprimées qui sont touchées par ces pathologies. Et il s'est attaqué aux études de genre. Voilà. Donc, il s'attaque là frontalement aux scientifiques, et c'est quand même un changement, en fait, d'échelle qu'il faut qu'on appréhende bien. Moi, je voudrais conclure sur deux choses. La première, c'est que la science est elle-même menacée dans toute cette dynamique. La science est menacée parce que, à la fin, on ne produit plus de la science, on produit de la communication. Il y avait un formidable passage d'un livre qui racontait, c'était biologiste, portrait d'un biologiste en capitaliste de Latour. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce petit article de Latour, qui décrit très bien comment un patron de labo, finalement, c'est juste un patron qui produit des informations, mais sans qu'il y ait de nouveaux faits. Et ça, dans certaines disciplines, en fait, on a ça. C'est-à-dire qu'on a des niches sur des sujets, et ils produisent des papiers, mais il n'y a même pas plus de faits sur lesquels, en fait, on produit ces papiers. Et donc, à la fin, il y a Adèle Comte, que j'auditionnais hier aussi, qui m'a donné un nouveau terme que je ne connaissais pas, qui est le cherry picking. Et en gros, on prend une partie des données, une partie des choses pour montrer ce qui est intéressant, mais tout ce qui est négatif, on ne le publie pas. Et ça, à la fin, c'est la production même de connaissances qui est menacée. Donc moi, j'aimerais vous renvoyer cette chose. Donc ce bilan, il est terrible. Et moi, ma conclusion, c'est de dire que les scientifiques doivent s'unir pour deux raisons. Ils doivent s'unir de manière internationale, et y compris en termes de solidarité avec les Américains, mais aussi les Palestiniens, les Syriens avant, etc. Il faut être solidaire de nos collègues scientifiques, et il faut qu'on s'organise en tant que scientifiques. Et pour deux raisons. La première, c'est pour se battre pour la liberté académique et pédagogique, parce que c'est un fondamental. Et la deuxième, c'est pour se battre tous et tout ensemble contre la fascisation. Et juste, évidemment, il y a quelque chose il y a de la continuité entre le néolibéralisme et le néofascisme. Mais il y a une rupture. La rupture, elle est évidente. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous n'avez pas trop le droit de travailler sur votre sujet, on vous embête, on vous stigmatise. Et il y a un autre moment, soit c'est l'État, soit souvent, le plus souvent au Brésil, c'était ça, c'est des groupes d'influence qui débarquent, qui viennent vous menacer physiquement, voire qui attentent à votre vie. Voilà. Et donc là, on est dans cette bascule-là, et donc il faut absolument qu'on s'organise et que le ventre mou de la collectivité, de la communauté scientifique qui a tendance à pas trop bouger, voilà, de bien lui dire qu'un jour elle sera touchée. Je prends juste l'exemple d'un pays dont on n'a pas parlé là, qui est la Turquie, où quand Erdogan a décidé de faire le ménage dans l'appareil turc, il a licencié des centaines et des centaines de scientifiques. Hein. Et donc ça peut arriver très vite. Et je pense que les scientifiques, il faut qu'ils soient debout pour se battre contre tout ça. Voilà, merci.